Henry David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois. Nous sommes les sujets d'une expérience qui n'est pas de petit intérêt pour moi. Ne pouvons-nous, quelque temps, nous passer de la société de nos compères en ces circonstances, avoir nos propres pensées pour nous tenir compagnie? Confucius dit avec raison, la vertu ne reste pas là comme un orphelin abandonné. Il lui faut de toute nécessité des voisins. Grâce à la pensée, nous pouvons être à côté de nous-mêmes dans un sens absolument sain. Par un effort conscient de l'esprit, nous pouvons nous tenir à distance des actions et de leurs conséquences. Sur quoi toutes choses, bonnes et mauvaises, passent près de nous comme un torrent. Nous ne sommes pas tout entiers confondus dans la nature. Je peux être ou le bois flottant du torrent, ou Indra dans le ciel, les yeux abaissés dessus. Je peux être touché par une représentation théâtrale. D'autre part, je peux ne pas être touché par un événement réel qui paraît me concerner beaucoup plus. Je ne me connais que comme une entité humaine, la scène, pour ainsi dire, de pensées et passions. Et je suis convaincu d'un certain dédoublement grâce auquel je peux rester aussi éloigné de moi-même que d'autrui. Quelque opiniâtreté que je mette à mon expérience, je suis conscient de la présence et de la critique d'une partie de moi-même, que l'on dirait n'être pas une partie de moi, mais un spectateur qui ne partage aucune expérience et se contente d'en prendre note, et qui n'est pas plus moi qu'il n'est vous. Lorsque la comédie, ce peut être la tragédie de la vie, est terminée, le spectateur passe son chemin. Il s'agissait d'une sorte de fiction, d'un simple travail de l'imagination, autant que sa personne était en jeu. Ce dédoublement peut facilement faire de nous parfois de pauvres voisins, de pauvres amis. Je trouve salutaire d'être seul la plus grande partie du temps. Être en compagnie, fût-ce avec la meilleure, est vite fastidieux et dissipant. J'aime à être seul. Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi compagnon que la solitude. Nous sommes en général plus isolés lorsque nous sortons pour nous mêler aux hommes que lorsque nous restons au fond de nos appartements. Un homme pensant ou travaillant est toujours seul, qu'il soit où il voudra. La solitude ne se mesure pas aux milles d'étendue qui séparent un homme de ses semblables. L'étudiant réellement appliqué en l'une des ruches serrées de l'université de Cambridge est aussi solitaire qu'un derviche dans le désert. Le fermier peut travailler seul tout le jour dans le champ ou les bois, à sarcler ou fendre, et ne pas se sentir seul, parce qu'il est occupé. Mais lorsqu'il rentre le soir au logis, incapable de rester assis seul dans une pièce, à la merci de ses pensées, il lui faut être là où il peut voir les gens et se récréer, selon lui se récompenser de la journée de solitude. De là s'étonne-t-il que l'homme d'étude puisse passer seul à la maison toute la nuit et la plus grande partie du jour sans ennui ni papillon noir. Il ne se rend pas compte que l'homme d'étude, quoique à la maison, est toutefois au travail dans son champ à lui, et à brandir la cognée dans ses bois à lui, comme le fermier dans les siens, pour à son tour rechercher la même récréation, la même société que fait l'autre, quoique ce puisse être sous une forme plus condensée. La société est en général à trop bon compte. Nous nous rencontrons à de très courts intervalles, sans avoir eu le temps d'acquérir de nouvelles valeurs l'un pour l'autre. Nous nous rencontrons au repas 3 fois par jour pour nous donner réciproquement à regoûter de ce vieux fromage moisi que nous sommes. Nous avons dû consentir un certain ensemble de règles, appelées étiquette et politesse, afin de rendre tolérable cette fréquente rencontre et n'avoir pas besoin d'en venir à la guerre ouverte. Nous nous rencontrons à la poste, à la récréation paroissiale et autour du foyer chaque soir. Nous vivons en paquets et sur le chemin l'un de l'autre, trébuchons l'un sur l'autre et perdons ainsi, je crois, du respect de l'un pour l'autre. Moins de fréquence certainement suffirait pour toutes les communications importantes et cordiales. Voyez les jeunes filles dans une fabrique, jamais seules, à peine en leurs rêves. Il serait mieux d'un seul habitant par 1000 carrés, comme là où je vis. La valeur d'un homme n'est pas dans sa peau pour que nous le touchions. J'ai ouï parler d'un homme perdu dans les bois, mourant de faim et d'épuisement au pied d'un arbre, et dont l'abandon trouva un soulagement dans les visions grotesques
quand en raison de la faiblesse physique de son imagination malade, créa autour de lui. Vision qu'il prit pour la réalité. Tout aussi bien, en raison de la santé et de la force, tant physique que mentale, pouvons-nous recevoir l'encouragement continu d'une égale société, mais plus normale et plus naturelle, et arriver à savoir que nous ne sommes jamais seuls. J'ai de la compagnie tant et plus dans ma maison, surtout le matin, quand il ne vient personne. Laissez-moi suggérer des comparaisons afin que quelqu'une puisse donner une idée de ma situation. Je ne suis pas plus solitaire que le plongeon dans l'étang et dont le rire sonne si haut, ou que l'étang de Walden lui-même. Quelle compagnie ce lac solitaire a-t-il, je vous le demande? Et cependant, il n'a pas de papillons noirs, mais des papillons bleus en lui, en l'azur de ses eaux. Le soleil est seul, sauf en temps de brume, où parfois l'on dirait qu'il y en a deux, dont l'un n'est qu'un soleil pour rire. Dieu est seul, mais le diable, lui, est loin d'être seul. Il voit grand compagnie, il est légion. Je ne suis pas plus solitaire qu'une simple molène ou un simple pissenlit dans la prairie, ou une feuille de haricot, une oseille, un thon, un bourdon. Je ne suis pas plus solitaire que le millbrook, ou une girouette, ou l'étoile du nord, ou le vent du sud, ou une ondée d'avril, ou un dégel de janvier, ou la première araignée dans une maison neuve. Je reçois de temps à autre, au cours des longs soirs d'hiver, quand la neige tombe épaisse et que le vent hurle dans les bois, la visite d'un vieux colon et propriétaire originel, qui passe pour avoir creusé l'étang de Walden et empierré et bordé de bois de pin, qui me raconte les histoires du vieux temps et de l'éternité neuve. Nous nous arrangeons tous deux pour passer une soirée de bonne et franche gaieté, en devisant plaisamment sur ces choses, même sans pommes ni cidre. Un ami dont ne peut plus grande sagesse et d'esprit, on ne peut plus fin, que j'aime fort, qui se tient plus discret que firent jamais Golf ou Wallet, et que, bien qu'il passe pour mort, nul ne saurait montrer où il est enterré. Une dame d'un certain âge aussi demeure dans les entours, invisible à la plupart, et dans le potager odorant de laquelle j'aime à flâner parfois, cueillant des simples et l'oreille ouverte à ses fables. Car son génie est d'une fertilité sans égale, sa mémoire remonte plus loin que la mythologie, et elle peut me dire l'origine de chaque fable, comme sur quel fait chacune est fondée, car les événements se passèrent au temps où elle était jeune. Une vieille dame, robuste et vermeille, qui se délecte de tous les temps et de toutes les saisons, et semble devoir encore survivre à tous ses enfants. L'innocence et la générosité indescriptible de la nature, du soleil et du vent et de la pluie, de l'été et de l'hiver, quelle santé, quelle allégresse, elle nous apporte à jamais. Est-elle à jamais et leur sympathie avec notre race, que toute la nature serait affectée, que la clarté du soleil baisserait, que les vents soupireraient humainement, que les nuages verseraient des pleurs, que les bois se dépouilleraient de leurs feuilles et prendraient le deuil au cœur de l'été, s'il arrivait qu'un homme s'affligeât pour une juste cause. N'aurais-je pas d'intelligence avec la terre? Ne suis-je moi-même en partie feuille et terre végétale? Quelle est la pilule qui nous tiendra bien portants, contents et sereins? Ni celle de mon arrière-grand-père, ni celle du tien, mais les remèdes universels, végétaux, botaniques de notre arrière-grand-mère, la nature, grâce auxquels elle s'est toujours conservée jeune, a survécu à tant de vieux parses en son temps et a nourri sa santé de leur embonpoint dépérissant. Pour panacée, en guise d'une de ces fioles de charlatans contenant une mixture puisée à l'Achéron et à la mer morte, qui sortent de ces longs wagons noirs à cloisons basses et à l'aspect de joualettes auxquelles nous voyons parfois qu'on fait porter des bouteilles, permettez que je prenne une gorgée d'air matinal non coupé d'eau.